Et notre invité de 7h50 ce matin, c'est le professeur Abderrahmane Lahlou. Bonjour. Bonjour Landry Benoît. Vous êtes expert en éducation formation, expert également en finance participative, directeur d'Abouab Consultant, et vous venez de sortir cet ouvrage Économie et finance en islam. Alors en fait, deux ouvrages, on va parler du deuxième un peu plus tard, qui se concentre sur la banque participative au Maroc. Mais cet ouvrage-là, il est en français, contrairement à l'autre qui est en langue arabe, Économie et finance en islam, avec ce sous-titre, une éthique pour stabiliser l'économie et recadrer la finance. C'est un ouvrage publié par la société d'édition et diffusion Al-Madaris. C'est un ouvrage qui arrive à un moment un petit peu particulier. D'ailleurs, justement, il y a cette préface de Dominique de Courcelles dans votre ouvrage, professeur chercheur au Centre national de la recherche scientifique, qui nous dit que votre ouvrage arrive à un moment où l'incompréhension des principes et des valeurs de l'islam se développe en raison de leur approbation fallacieuse par des groupes armés, par des hommes groupes armés en Syrie, en Irak. Ça fait allusion forcément à Daesh. Vouloir écrire cet ouvrage, c'était aussi répondre finalement à cette forme d'incompréhension ? Absolument. Je crois que la professeure Dominique de Courcelles, qui m'a fait l'honneur de préfacer l'ouvrage, a été inspirée en disant qu'aujourd'hui, la vision que le monde occidental, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit en français, pour que ça s'adresse à un public très large, la vision que le monde occidental a de l'islam est une vision pleine d'amalgames, défigurée, qui ne met en valeur que de fausses allégations de violence et disons de décrépitude civilisationnelle. Moi, il m'appartenait en tant que citoyen du monde, en tant qu'intellectuel intéressé par l'économie, puisque c'est mon background de formation, de montrer autre chose, de montrer notamment que l'islam a une vision non seulement sur les questions des rites qui concernent les individus, mais aussi sur les questions sociétales, sur des questions aussi importantes que l'économie et la finance. Et j'ai veillé dans cet ouvrage à montrer les similitudes, mais aussi les différences avec la religion chrétienne ou la religion judaïque, qui, elles, ne s'immiscent pas dans le temporel. La religion islamique est beaucoup plus intégrale et elle a une vision de l'économie et de l'islam, et le sous-titre de l'ouvrage le montre bien, puisque il dit que c'est une éthique pour stabiliser l'économie et recadrer la finance. Première remarque, je ne parle pas d'économie islamique, parce qu'il n'y a pas encore de théorie d'économie islamique accomplie, il y a une doctrine. Et je fais par contre avancer tout modestement la réflexion théorique sur la vision économique et sociale de l'islam, et je mets l'accent sur le fait que c'est une éthique, c'est une véritable éthique qui est partagée par tous. D'ailleurs, la professeure Dominique de Courcelles est une des chantres de l'économie éthique dans le monde, et c'est à ce titre-là qu'elle s'intéresse à la finance dite islamique. Stabiliser l'économie et recadrer la finance, ce sont deux points tout à fait liés, parce que l'économie est instable, parce qu'elle s'est livrée, elle a été livrée en pâture à la finance. Donc selon vous, la banque islamique, la finance islamique peut justement être une réponse à cette incompréhension, à la déstabilisation du monde ? Je pense que oui. Christine Lagarde, dans un discours la semaine dernière, qui a été organisé par le Fonds monétaire international et la Banque centrale du Koweït, a rappelé qu'aujourd'hui, il faut que les promesses de la finance islamique soient tenues, soient exploitées, parce que ce sont des promesses justement de recadrer la finance. La finance aujourd'hui a débordé, est sortie de son lit, et il explique aisément toutes les crises financières et économiques et les crashs qui sont dans le monde. Un seul chiffre comme exemple, disons là, le montant des produits dérivés fait 13 fois le montant du PNB national ou du PIB national, parce que c'est de l'enrichissement factice, c'est de l'enrichissement qui ne profite qu'à certains, c'est de l'enrichissement qui fait que les déséquilibres économiques et de richesse sont encore plus flagrants dans le monde, et c'est en repositionnant la finance dans sa vraie place, et qui est être au service de l'économie, qu'on pourrait y réussir. Alors aujourd'hui, il y a des méga tendances, il y a des méta-réflexions là-dessus, parce que les États-Unis et beaucoup de pays occidentaux pensent que c'est en libéralisant la finance que l'on favorise la croissance, mais cette croissance, malheureusement, ne profite qu'à certains, et ça, ceux qui n'en profitent pas n'ont que leurs yeux pour pleurer, et peut-être quelques penseurs comme moi et des centaines d'autres dans le monde pour dire attention, tirons la sonnette d'alarme,
armes. Ce que la vision islamique apporte, c'est simplement un recadrage. Alors, votre ouvrage, justement, arrive au moment où on connaît les banques participatives spécialisées donc en finances participatives qui vont ouvrir leurs portes dès le printemps, puisque la date butoir de dépôt des agréments, c'était lundi 16 novembre. Comment vous expliquez que le Maroc a tardé sur ce dossier-là de la banque participative? C'est un des derniers pays africains pratiquement à entamer ce vaste chantier. Absolument, c'est le dernier pays africain, le dernier du monde musulman. Il a pris son temps. Il a pris son temps parce que en réalité, le thème avait été perçu par les autorités monétaires et gouvernementales comme un combat d'avant-garde politique, ce qui n'était pas le cas. À partir du moment où les autorités ont compris que c'était une nécessité économique et pas, disons, un cadeau ou une offrande à faire à certaines tendances ou à certaines visions qui ont des intérêts politiques, eh bien la question c'est réglé. Il y a également un second phénomène. Auparavant, on pensait, je faisais partie, disons, de cette mouvance, de ce mouvement. Donc j'ai observé, j'ai suivi, j'ai accompagné. Les autorités pensaient que ouvrir la voie à des banques participatives au Maroc, dans l'époque on parlait de banques islamiques, c'était automatiquement faire venir des capitaux étrangers et une expertise étrangère et des banques étrangères qui allaient venir investir et concurrencer les banques nationales. Récemment, depuis quelques années, on a compris que les banques nationales elles-mêmes pouvaient prétendre à ce statut. Et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Sur les 17 demandes d'agrément, il y a confortablement installé les 4 ou les 5 grandes banques qui, elles, vont véritablement occuper une pole position en créant des banques participatives. Et à partir de ce moment-là, on s'est dit, mais finalement, c'est peut-être bien, parce que de toute façon, ce qu'on perdrait d'un côté, on le récupérerait de l'autre, et soyons aussi des acteurs du changement, parce que c'est un changement quand même appelé en profondeur par une population non bancarisée qui thésaurise l'argent, qui n'aspire pas à l'activité créatrice de revenus parce que simplement elle n'a pas droit au crédit, parce qu'elle a une position vis-à-vis de l'intérêt bancaire. Je pense que le Maroc a pris son temps, et aujourd'hui il va bénéficier de toutes les erreurs qui ont été faites par ailleurs dans le monde et ajuster son tir pour que l'expérience soit réussie. Il faut être positif. Et puis ça va permettre également la bancarisation de millions de personnes qui ne sont pas encore bancarisées. Ah, tout à fait, oui. Dans votre ouvrage, vous vous arrêtez sur la zakat et la waqf. Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix des deux? Eh bien parce que ce sont des institutions redoutablement efficaces sur le plan social et qui sont très profondément enracinées dans la majorité des sociétés musulmanes. Certains États musulmans les ont, disons, pas récupérés, mais disons les ont intégrés dans les institutions publiques. Certains États non, mais en tout cas la zakat est une institution qui peut représenter, si elle est appliquée par un État ou par une association de la société civile, entre 2 et 6%. Allons, disons 3% du PIB national. Et 3% du PIB national qui s'adresse à la lutte contre la pauvreté, contre la précarité, pour les soins médicaux, pour les infrastructures de base dans les populations défavorisées, c'est magistral. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, dans beaucoup de pays, dont le Maroc, les gens en sont réduits à calculer leur zakat tout seuls, à la dépenser de manière directe, malheureusement de manière effritée. Et quand elle est dépensée de manière effritée, elle ne remplit pas son rôle économique. Elle peut être un levier de lutte contre la pauvreté et du développement humain. Le waqf, c'est le legs pieux. Le waqf, c'est Al-Qarawiyyin, par exemple, qui a été une des institutions célèbres dans le monde, et pas uniquement le monde islamique, pour non seulement de la dévotion et la prière, mais aussi pour dispenser le savoir. Mais c'est aussi beaucoup de centres d'études, dans le monde aussi, les plus grandes universités américaines et européennes sont un waqf, sont un legs pieux, c'est-à-dire des fondations, des donations au départ. Alors aujourd'hui au Maroc, il y a des institutions qui fonctionnent comme ça par le don et qui sont dédiées à des causes scientifiques, des causes culturelles, des causes également de lutte contre la précarité et la pauvreté. Au Maroc, le ministère s'en occupe. Il a récupéré à la création de l'État moderne marocain tous les waqfs. Aujourd'hui, avec la création des banques participatives, il y a
des liens, il y a des synergies à développer entre ces fonds qui seront gérés par les banques et les donateurs principalement de Waqf. Moi je crois que c'est véritablement un tissu bénéfique qui va non seulement dynamiser l'économie, mais avoir aussi des retombées socio-économiques importantes. Merci beaucoup Abderrahmane Lalo, directeur général d'Abouab Consultant, expert en éducation, formation, expert en finance.